Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour revenir sur les 3 grandes classiques qui ont eu lieu ces derniers jours, la semaine dernière, en visant un petit peu large avec l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et pour terminer Liège-Bastogne-Liège. On va rappeler les vainqueurs. On a eu Wout van Aert sur l'Amstel, on a eu Julien Alaphilippe sur la Flèche Wallonne et enfin Tadej Pogačar sur Liège-Bastogne-Liège. On va donc revenir sur le déroulé de ces courses et sur les principaux coureurs qui ont animé la semaine, et notamment, bien évidemment, Julien Alaphilippe. Un programme assez chargé avec des intervenants de qualité, comme toujours. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Mathieu. Johan, on va préciser que tu es le seul lors du dernier podcast qui a vu juste dans tes pronos avec Julien Alaphilippe sur la Flèche Wallonne. Ouais, c'était mon prono le plus ambitieux. Hein. Je suis content de l'avoir réussi. Mais les deux autres, franchement, je suis content des deux autres parce que Kwiatkowski sur Amstel, il attaque pile au bon moment, il a juste pas les jambes. Sur Liège, que tout le monde enterrait d'avance, il est pas si loin de basculer sur la Roche au Faucon. Donc, moi, je suis assez content. Et on est également avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut, et avant qu'on commence, j'aimerais avoir une pensée pour Anselme qui nous a lâché. Il a besoin de quelques jours pour récupérer après le dernier kilomètre de Alejandro Valverde sur Liège-Bastogne-Liège. Ah, c'était assez dramatique, on pense à lui, on espère qu'il reviendra assez en forme très bientôt. Alors, je sais pas si ça sera pour une nouvelle victoire de Valverde, on sait jamais. Après tout, la saison est encore loin d'être finie. Et enfin, un dernier larron que l'on retrouve pour cette saison. Alex, salut Alex. Salut, ça fait plaisir d'être de retour. Plaisir partagé. Alors niveau australien, t'es notre spécialiste, mais ça n'a pas été la grande fête cette semaine. Oh bah franchement, même s'ils n'ont pas décroché le podium, Mathius qui règle le sprint sur l'Amstel, qui est très fort à la Flèche Liège-Bastogne-Liège, je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis. Et bien voilà, à présent on a fait un petit peu les présentations, vous avez le sommaire, le planning, les intervenants. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors pour commencer, déjà petite question toute simple. Cette semaine ardennaise, qu'est-ce que vous en avez pensé dans son ensemble, dans sa globalité? Et après également aussi sur la qualité un petit peu des courses que l'on a pu avoir avec l'Amstel, la Flèche et Liège. Johan, pour commencer? Ça dépend quel niveau de référence on prend. Si on prend le niveau de référence par rapport aux autres années des Ardennaises, l'Amstel peut-être un petit peu moins bien que d'autres années, mais la course était quand même pas mal animée. Mais la Flèche était pas mal et on a une des plus belles éditions de Liège-Bastogne-Liège de ces dernières années. Ce qui n'est pas au niveau d'une Flandrienne non plus, mais c'était très très sympa à suivre, quoi. Donc franchement, c'était une belle semaine. Alex, de ton côté, comment t'as perçu, comment t'as senti cette semaine? Moi j'ai beaucoup aimé, l'Amstel c'était une course très sympa à suivre, la Flèche Wallonne, bon c'est un peu la même chose chaque année, mais la montée du mur était très très sympa à suivre, et Liège-Bastogne-Liège, comme a dit Johan, c'était une des meilleures éditions, sûrement la meilleure édition depuis celle où Iglinski avait gagné, donc c'était franchement une belle campagne, encore une fois comparée aux autres années, parce que forcément sur des courses comme la Flèche, on va pas s'attendre à un vainqueur qui sort d'Ancherave ou quelque chose comme ça, mais pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé ces classiques ardennaises. Et Geoffrey, pour finir le tour de table, toi qui es notre spécialiste des Flandriennes, ça fait plaisir quand même d'avoir des courses un petit peu plus animées dans leur globalité que les années précédentes. Plus animées que ces dernières années, c'est sûr. Maintenant, évoque pas trop les Flandriennes parce que la comparaison fait mal. Le peloton qui se relève pour pas revenir trop vite sur l'échappée et qui a besoin de récupérer à 40 bornes de l'arrivée, l'échappée qui se fait seulement reprendre dans la redoute, ça a quand même tardé à se mettre en route sur Liège si on compare aux Flandriennes. Mais je reviens à ce que disait Johan, si on prend comme référentiel le Liège-Bastogne-Liège des dernières années, c'était un bon cru. Après, par rapport à l'Amstel, alors vous avez dit que c'est l'Amstel, pas un grand j'ai cru. trouvé que c'était une meilleure édition que ce dont on était en droit de s'attendre du tracé particulier en circuit avec moins de routes étroites cette année.
disons, le suspense, l'intensité de course n'a pas trop pâti de ce tracé en circuit. Un tout petit peu par rapport aux dernières éditions, mais honnêtement, les équipes étaient assez motivées pour attaquer, pour décanter la course, donc ça a donné des belles choses, quoi. Et comme chaque année, on vérifie que le fait de ne pas avoir le Koberg dans le dernier tour, c'est vraiment une bonne idée, quoi. Même sur un parcours moins sélectif. Et on a pu voir en plus la comparaison avec la course aux dames juste avant, qui elle se terminait par le Koberg. Mais après, la course aux dames a été très 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 bien, mais le beaucoup du très 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 bien de la course aux dames, c'est avant la prise d'antenne. C'est-à-dire que ça a attaqué dans tous les sens, vraiment, et puis ça a beaucoup fait exploser la course, et après la prise d'antenne, ça a un petit peu calmé. Ça, c'est un Donc, classique ça, des courses diffusées Oui, pas voilà. dans leur intégralité. Ouais, les courses féminines où on prend l'antenne à 30 bornes, et puis c'est déjà une coureuse toute seule en tête qui va gagner, oui. Bah, c'est ça, ouais, parce que la course féminine, si on regarde juste le final, on se dit oh, c'est quoi ce peloton de 25 coureurs encore groupés à 3 km de l'arrivée au pied du Koberg, sauf que derrière ces 30-là, les autres on les était déjà largués depuis plusieurs heures en fait. Donc on a eu pas mal d'actions, mais pas à la télé avec, pour le coup, chez les dames, À la télé quand même, pour le niveau féminin, à la flèche, Alex évoquait Cherav qui n'était pas au programme de la flèche depuis 2 ans, mais ça a bien bougé. Ça a bien bougé dans la flèche côté féminin avant le mur de vie. J'ai dit Cherav, mais je pense à RF pour la référence. Elles sont toutes un peu pareilles. De toute façon, ces petites côtes bien pentues avant le mur de vie, où on a vu la traditionnelle attaque de Tim Wellens. Allez, on va se concentrer à présent sur l'Amstel Gold Race, donc course qui s'est courue en circuit cette année pour les raisons sanitaires et pour éviter d'avoir trop de public autour de la course, autour de la route. Une course qui a été remportée par Wout van Aert juste devant Thomas Pidcock. Ça s'est joué à la photo finish et on a mis beaucoup de temps à savoir qui a gagné entre le Belge et le Britannique. Ah bah France Télé a pas attendu, ils ont rendu l'antenne. Hein. Je crois qu'un peu tout le monde a rendu l'antenne, même si les coureurs sont allés assez vite par rapport aux prévisions. Je suis pas spécialement d'accord par rapport au fait qu'on a attendu longtemps pour avoir le résultat. Ça a annoncé très vite que c'est Wout van Aert qui a gagné. Oui, c'est plutôt qu'il y avait l'incertitude. Ce qu'il y a eu, c'est que la grosse réalisation néerlandaise n'avait pas prévu de lien particulièrement avec le car qui est à la photo finish, et que cette photo finish n'a pas pu être retransmise à l'antenne rapidement. Dire que le final a tardé à cause de ça, c'est comme si on disait que le dernier Tour de France était complètement à chier à cause de la réalisation de Forestier. Ça impacte le ressenti qu'on a sur la course, mais c'est pas ça qui fait la rapidité de l'arrivée de l'information. Ça a tout de suite dit que Van Aert avait gagné. Et ce qui était le cas en tout cas, donc ils se sont pas trompés, même s'il fallait avoir de bons yeux, je pense, pour le voir vraiment à l'œil nu, même si selon les plans, on pouvait voir notamment le plan aérien, il me semble, le plan d'hélicoptère, où on voyait Van Aert légèrement devant. Ouais, Pitcock. Mais bon, quand ça se joue à la photo finish comme ça, c'est compliqué quand même, bien sûr, de vraiment en être sûr. On va quand même faire un rappel de comment fonctionne la photo finish, comme ça tout le monde sera au clair. On l'avait dit, dans la foulée de la course sur notre compte Twitter, la photo finish, c'est une image reconstituée à partir de bandes de pixels prises à haute fréquence. Tous les points de l'image sont la ligne d'arrivée, c'est pour ça que le fond est toujours blanc, c'est parce que c'est simplement, ça permet d'avoir un fond uniforme où on puisse reconnaître, bien visualiser les roues, le passage des roues sur la ligne d'arrivée. Et ce qui sépare les coureurs, ce qui sépare les points, c'est le temps. Plus on va vers la gauche de l'image sur la photo finish, plus ça a mis du temps à arriver, tout simplement. Bon, ce petit point sur la photo finish terminé. On va quand même parler de la course qui était un petit peu plus intéressante quand même que tout ce dénouement final et qui a été... Le dénouement final était rigolo après coup avec toutes les théories du complot, tous les mecs qui disaient oui mais alors la photo finish ça veut dire qu'elle est décalée par rapport à la ligne noire qui est de la bande noire qui est sur la ligne d'arrivée parce que ça faut être sur la bande blanche donc du coup ça compte pas donc c'est un scandale donc en fait Pidcock il aurait dû gagner et les Néerlandais ils font gagner une équipe néerlandaise et tout ça là. C'était rigolo tous les pseudo-experts de Twitter qui sont ramenés comme d'habitude. Moi, je suis expert en photo finish depuis 25 ans et je vous dis, la ligne n'était pas décalée par rapport au truc. Bon, bref. C'était bien marrant quand même. C'est vrai qu'à la limite, le seul point sur lequel on peut râler, c'est de ne pas avoir eu vraiment la photo finish à la télé, d'avoir eu seulement le commissaire ici qui montre sur son téléphone, alors que sur Liège-Bastogne-Liège, on l'a eu très rapidement après. C'était quand même beaucoup plus pratique pour savoir véritablement qui a gagné.
Et alors, donc, Wout van Aert, Thomas Pidcock, c'est deux garçons qui sortent du cyclocross. Je sais que Johan et Geoffrey sont contents de ça, mais les voir en forme, premier, deuxième, sur l'Amstel Gold Race, devant Maximilian Schachmann, on va quand même le rappeler, est-ce que c'est pas simplement parce que l'Amstel, c'est la classique ardennaise qui leur convient le mieux? Oui. C'est pas une ardennaise, hein, on le Ah. met dans le bloc avec les trois, mais c'est pas dans le massif de l'Ardenne. Hein, Bon. les monts de La l'Amstel. Flèche Wallonne n'est ce plus dans le sont- massif d'Ardennes non plus. Hein. Bon, dans les classiques pour puncher du Benelux, qui suivent les classiques flandriennes, Si on prend les monts vraiment de l'Amstel, que ce soit ceux qu'il y avait cette année ou les autres, c'est des montées qui sont sur des routes étroites, en pleine relance. Ça fait rarement plus d'1 kilomètre. C'est une pente, il y a une pente max qui est terrible, mais qui est sur 25,50 m à chaque fois. C'est vraiment comme les monts qu'il y a sur le Ronde. ça se rapproche d'un effort des Flandriennes qui sont, elles, pour leur part, dans les Ardennes flamandes. C'est typiquement dans les cordes de Van Aert et de Pidcock, puisque c'est des efforts plus courts, plus brefs, que l'on a sur la Flèche Wallonne ou sur Liège-Bastogne-Liège. C'est ça, ouais, il n'y a pas matière à débat, je pense. Et je pense que ce qui a pu aider Pidcock, c'est aussi la distance plus courte. Dans le Ronde 2, on l'avait vu très bon, très bon, très bon, et d'un seul coup, il y avait beaucoup de distance et il n'a pas encore l'expérience, l'habitude de classiques très longues. Le fait qu'il y avait moins de 220 km, ça a peut-être pu l'aider à être présent dans la gagne. C'est vrai qu'il faut quand même le signaler, hein, ça aussi, l'Amstel qui fait une bonne cinquantaine de kilomètres de moins que sur les dernières éditions. Ça a pu aider quand même aussi en partie Thomas Pidcock qui est à l'échelon World Tour seulement depuis 2 mois, 2 mois et demi. Donc ça compte quand même pour lui. Après finalement voilà, Van Aert, Pidcock, avec la configuration de course que l'on avait, avec le fait que c'est l'Amstel, c'était logique en quelque sorte de les voir les plus forts. Oui, c'était logique. Et puis de toute façon, en plus, son Pidcock qui a bénéficié d'une grosse supériorité d'équipe Ineos, qui à un moment, je crois, je sais plus, il y avait un groupe qui est parti, ils étaient 4 dedans. Enfin, c'était incroyable, quoi. Donc forcément, quand tu es dans cette configuration-là et que tu peux un peu te planquer puis attaquer sans te retourner en te disant de toute façon j'ai les autres derrière, ça aide à pouvoir faire des décisions au bon moment. Donc c'est les deux mêmes qu'on avait retrouvés sur la Flèche Brabançonne juste avant, qui est un peu le même type de course. C'était un peu la même configuration, c'était même la revanche du coup de la Flèche Brabançonne. Donc c'est attendu du coup, oui, d'une certaine manière. Alex, de ton côté Bah, pas grand-chose à ajouter. Moi, si ce n'est que Schachmann, on l'oublie un peu quand même parce que bon, il a fait 3e, il n'était pas dans le sprint, mais lui aussi fait des belles performances sur des efforts comme ça. Bon, il a prouvé sur des éditions précédentes à Liège-Bastogne-Liège qu'il pouvait aller chercher les places. Donc c'est aussi une belle performance pour lui. Et à mon avis, ce trio-là, on va les retrouver dans beaucoup d'éditions de l'Amstel à l'avenir avec des Alaphilippe, Kwiatkowski et j'espère Matthews potentiellement, même si j'y crois un peu moins. On sent que le cœur parle pour Michael Matthews en tout cas. Après, pour finir sur l'Amstel Gold Race, est-ce qu'il y a un point qu'on a évoqué qui vous a particulièrement marqué au cours de la course? Peut-être pas dans les points évoqués, mais c'était aussi assez intéressant. C'est la course en circuit, ça doit être quelque chose d'un peu différent avec un peloton toujours un peu groupé, beaucoup d'attaques. Et pas un groupe qui part ou une sélection ou des cassures, donc c'était un format un peu différent, c'était aussi intéressant à voir. Même s'il y avait quand C'était même ça. la très bonne idée d'avoir un dernier tour différent d'après le Reumelervert, d'aller prendre la petite route vers les faubourgs de Maastricht plutôt que de garder la grande route qui est sur les hauteurs avant de revenir vers le Belmerberg et d'éviter surtout le Coberg dans le final. Ça a vraiment apporté un plus au dernier tour. Parce que si on était dans une configuration vraiment comme dans un championnat avec le même tour jusqu'au bout, je pense que c'était pas la même course, tout le monde attendait le dernier passage du Coberg et ça aurait été un final moins palpitant. Et on va à présent passer à une autre course qui a changé de parcours il y a pas très longtemps, c'était en 2019, Liège-Bastogne-Liège, qui est revenu dans l'arrivée est revenu dans les faubourgs de Liège après un bon moment passé sur les hauteurs denses. Une arrivée qui avait pas mal plu aux purs punchers. Liège-Bastogne-Liège, donc remporté par Tadej Pogačar. Là aussi, il a fallu sortir, ou presque, la photo finish pour savoir qui, le Pogačar ou d'Alaphilippe, a remporté la doyenne.
et Tadej Pogačar que l'on avait vu également assez costaud, avec bien entouré son équipe UAE Emirates avec Marc Hirschi ou encore Davide Formolo dans le final. Est-ce que la victoire de Tadej Pogačar, c'est une victoire qui met en avant le plus fort ou qui met en avant la course d'équipe de l'équipe UAE Emirates? Bah, il aurait fallu qu'il y ait une course d'équipe du Emirates, mais parce qu'à part Formolo qui accélère dans la Roche-au-Faucon, ils ont été là, présents, mais ils n'ont pas ni dynamité, ni vraiment tenté des coups. Donc, Pogačar, c'est même celui qu'on a le plus vu avant la Roche-au-Faucon dans cette équipe. Donc la présence en nombre des coureurs du UAE Emirates dans les premières positions à l'arrivée, c'est un peu un leurre par rapport au déroulé de la course. Ouais, ils ont bien joué la course tactiquement parce que derrière, Hirschi, Formolo cassaient les relais pour éviter que le groupe avec Benoît, Rahman, Fuglsang, Kwiatkowski reviennent. Donc, dans un sens, on peut dire qu'ils ont bien joué le coup tactiquement, mais ils ont pas surdominé la course. Pogačar, il a surtout gagné parce qu'il était le plus rapide au sprint, pas parce que son équipe a fait un travail formidable. Ceux qu'on a le plus vu dans le peloton, c'était les Ineos, et ensuite, dans la Roche-au-Faucon, c'était Knox et Van Sevenant dans la redoute, dans la Roche-au-Faucon, qu'on avait vu faire un travail pour Julien Lafilippe. Donc oui, on les a vus parce que Formolo a fait son accélération dans la Roche-au-Faucon qui fait sauter le groupe, on peut dire comme ça, c'est lui qui met Roglic à la rupture. Mais après, de là à dire qu'ils ont totalement maîtrisé la course, ce serait exagéré, je pense. Sur les hauteurs de la Roche-au-Faucon, il y a un léger moment où ils auraient pu faire quelque chose collectivement, puisqu'il y a pardon, il y a Hirschi, Formolo et Pogačar qui sont devant, mais ça réaccélère un petit peu dans la deuxième partie montante de la Roche-au-Faucon vers Boncel, où pour le coup les deux premiers à craquer justement c'est Hirschi et Formolo, donc ils n'ont pas eu l'occasion de faire un gros coup collectif. Si on avait parlé d'efforts collectifs, ça viendrait plus d'Ineos qui a tout fait sauter dans la redoute. Et après, justement, par rapport à Ineos, tant que vous évoquez le cas de l'équipe britannique qui a en effet mis en route assez tôt par rapport au standard que l'on avait eu les années précédentes, avec une accélération notamment de Théo Gegenhardt dans la côte de la Redoute. Finalement, ils n'ont quand même pas été beaucoup payés, récompensés au final avec Michał Kwiatkowski, meilleur coureur de l'équipe, seulement 11e. Est-ce que ça ne risque pas, d'une certaine façon, de dissuader d'autres équipes à l'avenir de faire pareil, de faire péter la course de loin? Pas spécialement, parce que de toute façon, ces dernières années, les attaques qu'on voyait d'un petit peu plus loin, donc dans Liège-Bastogne-Liège, où ça veut dire dans les côtes avant la Roche-au-Faucon, c'était en général les outsiders. Des outsiders aussi bons soient-ils, certains qui étaient vraiment pas loin des tout favoris, mais le souci d'Ineos, c'est que des outsiders potentiels, les mecs qu'on disait « Ah ouais, peut-être, eux, ils pourraient faire quelque chose de pas mal », et leur équipe, elle était composée que de ça. Donc ils ont accéléré tous dans la redoute ensemble, et derrière il n'y en a pas eu un qui était capable de suivre une fois que les gros favoris les plus attendus ont bougé dans la Roche-au-Faucon. Donc je pense pas que ça change grand chose au ressenti des grands favoris. De toute façon, quand on entendait les interviews des coureurs, ils évoquaient tous uniquement la Roche-au-Faucon, et ce final-là, je vois pas comment la gagne pourrait se faire autre part que dans la Roche-au-Faucon, sauf conditions météo particulières qui rendraient une sélection beaucoup plus précoce. Après un moment, on y a cru un petit peu. Il y avait dans la Côte des Forges, il y a un groupe qui est sorti et qui aurait pu être dangereux pour le peloton, mais ça s'est un peu enterré parce que Pogačar a attaqué en voulant y aller tout seul, un peu, de manière pas forcément très intelligente, quoi. Donc, c'est-à-dire que dans Liège-Bastogne-Liège, dès que ça bouge un petit peu loin, on a envie d'y croire, tellement on est habitué à ce qu'il se passe plus rien, quoi. Même quand Cofidis a accéléré dans le Rosier, on a voulu y croire un petit peu, puis au final, ça s'est juste transformé en une attaque de Padoue. Donc bon, on retombe vite dans la réalité, mais on a toujours envie d'y croire un petit peu. Disons qu'on reste un peu, on a les Flandriennes qui restent en tête et on voit des accélérations de loin, on oublie que c'est encore Liège-Bastogne-Liège et qu'on est encore très loin de l'arrivée. Et qui reste encore notamment la côte de la Roche-au-Faucon, là où tout se fait généralement depuis que c'est arrivé. Pour voir un changement dans la philosophie de course, je pense que de toute façon, pour Liège-Bastogne-Liège, en tout cas, il faudra un changement radical du tracé pour pouvoir voir des attaques dès le col du Rosier, par exemple.
dans la configuration actuelle du parcours, c'est impossible, tout du moins dans la configuration actuelle des choses, de ne pas voir le vainqueur sortir dans la roche au faucon, ou tout du moins être dans le bon groupe à l'avant dans la roche au faucon. C'est pas vraiment possible. C'est un peu le piège d'avoir quasiment la cote la plus difficile en dernier. Le problème, c'est pas d'avoir la côte la plus difficile en dernier, c'est que la roche au faucon, si on la prend en entier, donc avec toute la deuxième partie de la montée qui suit, puis la descente qui amène très vite sur la ligne d'arrivée, eh ben, si on prend la distance entre le bas de la descente et la ligne d'arrivée, ça fait 3 km. Donc forcément, ça va bouger là-dedans. Le Patersberg sur le rond 2, c'est le plus dur. On peut en débattre, mais ça fait partie des plus durs. Sauf que le bas de la descente, c'est 12, 13, 14 bornes de l'arrivée, selon comment on pointe entre la fin des petits chemins ou directement le bas de la descente. Donc forcément, il faut bouger un petit peu plus si on veut pouvoir tenir les 15 derniers kilomètres. Avec une configuration de courbe de toute façon qui est différente par les routes empruntées par le tracé, mais si on se retrouve sur une portion plate finale de 2 km, forcément on peut se contenter de bouger dans la dernière côte. S'il y en a 10, c'est pas la même chose. Avec tout ça, on va quand même finir en revenant un petit peu sur la course de cette année, sur la course de dimanche. Quand je vous ai parlé de Pogacar, je crois que c'était toi, Johan, qui me disait ça a été le plus fort au sprint. Il n'y a pas un coureur que vous avez vu qui s'est détaché, qui s'est montré le plus fort avant ce dernier kilomètre? Alors c'est Alex qui a dit que c'était le plus fort au sprint, mais après ça dépend de ce qu'on décrit comme le plus fort, parce qu'en soi Pogacar a jamais été vraiment mis... on l'a vu peut-être pas tout à fait le plus fort dans les dernières bosses, mais enfin pas lâché non plus, donc c'est compliqué. Sur la distance, il était là et c'était lui le plus frais à la fin, donc on peut dire que d'une certaine manière c'était le plus fort, surtout que lui on l'a vu bouger un peu avant. Dans les bosses avant l'arrivée, c'était Michael Woods qui est le plus fort, donc c'est lui qui fait sauter Formolo et Hirschi et même Roglic, je crois, peut-être, je sais plus, mais dans la fin de la Roche au Faucon. Il se fait lâcher sur la première accélération de Formolo. Et voilà, dans la petite bosse qui suit la Roche au Faucon, c'est pareil, c'est Woods qui met un peu tout le monde dans le dur et c'est Alaphilippe et Gaudu qui vont le chercher. C'est même lui qui remet une petite attaque à 2 km d'arrivée. Apparemment, c'est sur un petit faux plat montant où Alaphilippe va le chercher encore. Donc, on l'a vu beaucoup, mais il n'a pas pu faire vraiment la différence. Donc après, sur l'ensemble... Il était peut-être le plus fort dans les côtes sans avoir suffisamment de différence par rapport aux autres pour creuser un écart conséquent. Wood, c'était le moins fort des 5 au sprint. La seule manière pour lui d'aller sur le podium, ça aurait été de faire comme ce qu'a fait Elisa Longo-Borghini dans la course féminine, ou ce que Michael Woods avait fait au championnat du monde d'Innsbruck, de se mettre dans la roue d'un coureur rapide et de se laisser amener jusqu'au bout et de récupérer comme une place d'honneur grâce à ça. Et d'ailleurs, comme à Innsbruck, il s'était mis dans la roue de Valverde, cette fois, ça n'avait pas marché. Valverde qui se fait avoir comme un cadet dans le sprint en se retrouvant à être devant au dernier virage alors qu'il n'en a pas mis une ou presque. Si je crois qu'il a fait un relais à un moment. Mais, ouais, un relais, ouais. Hein, il a été une fois à se prendre entre plus devant que les autres. Voilà, c'est ça, entre guillemets. Hein. Alors que même un Gaudu a fait quelques efforts. Bon, Gaudu, il n'a pas vraiment attaqué, mais je pense qu'il était déjà content d'être avec les autres. Il a failli en mettre une au dernier virage, mais il s'est rendu compte qu'Alaphilippe l'avait vu et qu'il se cramerait juste pour ça. Gaudu, du coup, se retrouve à prendre les roues et à avoir un podium grâce à ça. Il a réussi à faire ce que Woods n'a pas su faire. À présent, je vous propose de passer à un coureur que pas mal de monde attendait. On va rester un peu autour de ces Slovènes avec Primoz Roglic, double vainqueur de la Vuelta, que l'on attendait beaucoup d'après son début de saison sur ces 3 courses, sur l'Amstel, sur la Flèche et sur Liège, même si sur l'Amstel Gold Race il devait partager le leadership avec Wout van Aert. Bon, au final ça s'est fini avec une crevaison au pied du dernier passage sur le Cauberg, donc éliminé de facto pour la course à la victoire, mais 2e sur la Flèche Wallonne et 13e sur Liège-Bastogne-Liège. Est-ce qu'il lui a manqué peut-être quelque chose en particulier à Primoz Roglic sur ces 2 courses belges pour aller chercher la victoire? Sur Liège-Bastogne-Liège, déjà, à mon avis, il n'avait pas les jambes. C'est clair et net. Sur la Flèche Wallonne, par contre, là c'était plus jouable. Je pense qu'il lançait un peu trop tôt. Parce qu'Alaphilippe, il a dû aller vraiment le chercher. Il l'a doublé que dans les 15-20 derniers mètres.
Donc, à mon avis, s'il avait un peu mieux géré son effort, il aurait peut-être pu aller chercher la victoire. Je pense qu'il lance de trop tôt, il lance je sais plus exactement, mais 350 mètres à peu près. Hein. ouais, il lance d'un peu trop loin. Après, c'est sa première flèche, hein, mais bon, comme disait Jalabert en direct, on peut pas trop lui en vouloir parce que justement, c'est sa première fois. Il prend de l'expérience comme ça, mais je pense qu'en lançant un petit peu plus tard, quitte à ce que quelqu'un attaque avant lui, je pense qu'il aurait peut-être pu surprendre tout le monde. Mais Alaphilippe était intouchable. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, c'était quand même très, 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 très dur d'aller contester la victoire à Alaphilippe ce jour-là. Roglic a l'habitude de gagner comme ça aussi. Roglic, en général, il est le plus fort, il démarre, il n'y a personne qui peut le suivre et ça peut aller au bout, quoi. Il y a l'image où on le voit à 50 mètres où il est rassis sur sa selle, il attend d'aller vers la ligne d'arrivée, il est presque surpris de voir Alaphilippe arriver derrière lui. Il a presque pas l'habitude d'avoir quelqu'un présent pour contester sa domination. Il y a Pogacar qui a déjà fait le coup, hein. Même au Pays Basque, je crois, sur une arrivée, il lui a fait ce coup-là. Hein. Donc, il faut s'y attendre quand même un petit peu. Mais... Il a pas lancé trop tôt pour vous, Johan, Geoffrey Peut-être un peu, mais Alaphilippe, on est parti pour une série valverdesque là dans les prochaines Flèche Wallonne avec Alaphilippe, je pense. C'est ça, en fait, pour moi, il a lancé trop tôt, mais le truc le plus compliqué à trouver, c'est est-ce que s'il avait lancé plus tard, Alaphilippe l'aurait pas juste suivi, en fait. Parce que Alaphilippe sur le mur de 8, enfin, c'est son jardin, hein, il fait ce qu'il veut dessus, donc... C'est peut-être un peu la même question que l'on avait quand c'était la domination d'Alejandro Valverde. C'était, on se disait, tout le monde attend que Valverde place son accélération et personne ne peut le suivre. Là, Roglic a choisi de partir avant. Ça aurait pu marcher. Bah, un truc qui aurait pu marcher pour Roglic, c'est qu'à un moment, Alaphilippe se fait un peu coincer. Justement, du mirage de Roglic, ça aurait pu lui mettre trop de retard pour qu'il revienne. Donc ça, en soi, c'était pas si mal. Mais moi, je pense que au-delà du fait qu'il soit parti trop loin, pour moi, il est parti trop fort. Enfin, il aurait dû gérer un tout petit peu l'effort pour vraiment finir à fond sur la ligne, quoi. Mais bref. Enfin, c'est vraiment des détails, quoi. C'est dur de se dire qu'il aurait fait comme ça, il aurait pu mettre à la fille, de toute façon. Surtout avec son Liège-Bastogne-Liège dans la foulée, où il montre qu'il a quelques limites physiques et on comprend qu'il se fasse une coupure à présent de 2 mois, vu le nombre de mois consécutifs qu'il faisait au top. La coupure de 2 mois avec des stages de montagne ultra intensifs, ouais, enfin. Non, mais la coupure en compétition, le stage aussi intensif soit-il, le coureur gère son effort. Et sans course avant le Tour de France, ce qui était assez signalé pour Primož Roglic. Ouais. Bravo à Pogacar pour sa victoire sur le Tour, hein, c'est mérité. Et on va passer à présent à notre champion du monde, Julian Alaphilippe, qui lui aussi, comme Alejandro Valverde, a fait un joli tir placé, joli tir groupé sur ces 3 classiques du Benelux, avec une 6e place sur l'Amstel Gold Race, la victoire, la 3e sur la Flèche Wallonne, et une 2e place, donc on l'a dit, sur Liège-Bastogne-Liège. Déjà, la Flèche Wallonne, vous l'avez un petit peu évoqué, mais je vais vous poser la question parce qu'elle se pose quand même. C'est maintenant le nouveau maître de la Flèche Wallonne, c'est Julian Alaphilippe, le nouveau maître du mur de 8. Oui, débat suivant. Bon, bah, il fallait poser la question pour en être sûr. Le successeur d'Alejandro Valverde est déjà là depuis 2018. En tout cas, pour l'instant, on attend toujours une victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Sur la doyenne, comment est-ce que vous l'avez trouvé, notre Français? Je pense qu'il était moins fort que, par exemple, quand il gagne les mondiaux l'année dernière, ou le Tour des Flandres l'année dernière. On l'a vu être beaucoup à l'économie, dans la redoute, il est un peu derrière, dans la Côte des Forges, normalement le groupe il part, il est plutôt derrière dans le peloton, il attend que ses équipiers le ramènent. Je trouve qu'il a très bien géré sa course, il s'est pas excité il n'y a aucun des mouvements de course où il y allait, il est toujours resté sur la réserve. Il s'est placé juste quand il fallait sur la Roche au Faucon, il a suivi les coups. Après, je pense que s'il avait été vraiment bien, il aurait eu la capacité de remettre un coup dans un Roche au Faucon et de se barrer tout seul. Je pense que c'est ça qui lui a manqué. Après son sprint, je trouve qu'il le gère très très bien, il part décoller, il gicle quand il faut, il arrive bien sur la ligne, et puis après voilà quoi, il tombe sur un mec qui va plus vite que lui, mais moi je trouve qu'il a fait une très belle course et je pense qu'il aurait fallu qu'il finisse tout seul comme en mondiaux du coup, mais franchement c'était pas mal. Alex?
Une très belle course également pour toi, pour Julien Lafilippe. Ouais, à peu près le même ressenti à la Philippe. Je l'ai pas senti impérial sur Liège-Bastogne-Liège, comme m'a dit Johan. On l'a vu beaucoup pendant le trail. Il y a énormément de gens qui disaient ouais, la Philippe, il est cuit, il est cramé, il jouera pas la gagne, il jouera peut-être un top 10. Au final, dans la Roche au Faucon, il est placé, il suit les coups. Je crois pas qu'il tente d'attaquer. Il se tente surtout de ramener sur Woods à un moment. Il a peur que Woods se barre tout seul. C'est lui qui ramène. Il revient tout seul sur Woods, quoi. Après, Ouais, c'est c'est ça. Godu qui ramène, mais Lui, il a même pas relié Woods, quoi, du coup. Enfin, oui, c'est ça. En fait, lui, il a jamais vraiment attaqué de base. Donc, en fait, à mon avis, il était plus, comme Johan a dit, il était plus sur la réserve. À mon avis, il était juste content de pouvoir jouer la gagne dans ce groupe-là. Et son sprint était très bon. Hein. C'est juste que Pogacar était meilleur. Bon, pour moi, c'était une belle course de sa part. Et à mon avis, deuxième, c'était très bien pour lui. Il est juste tombé sur plus fort. Geoffrey, est-ce que tu vas dans le sens de Johan et Alex? Ce qui m'a fait plaisir, on va dire, par rapport à Lafilippe, c'est qu'il a su être malin dans sa gestion des efforts. Parce que on était habitué à le voir gagner quand il était le plus fort, ou être devant quand il était le plus fort. J'ai pas souvenir de l'avoir beaucoup vu être capable de jouer la gagne dans des circonstances de course difficiles, alors qu'il était clairement pas le plus fort. Il a attendu son moment, il a son équipe qui a fait un énorme boulot pour lui pour qu'il soit efficace dans le final. C'est passé pas loin, il est juste tombé sur plus fort dans le final. Mais je trouve qu'il a su parfaitement gérer son effort et c'est un signe que même s'il a déjà le palmarès qu'on lui connaît, même s'il est déjà champion du monde, il grandit encore, on va dire, dans son niveau cycliste et pour moi, c'est ça la grande leçon qu'à retenir du Liège-Bastogne-Liège de Julien Lafilippe. C'est une course plus fine, plus intelligente que par rapport à d'autres coureurs qui avaient plus d'avantages de jambes. de toute façon, il n'y a pas eu. Enfin, dans ceux qui ont été devant, il n'y a pas eu tant de coureurs qui ont vraiment fait de course n'importe comment. De toute façon, Valverde, on l'a pas vu du tout. Woods, on l'a juste vu attaquer dans la Roche au Faucon. Lafilippe, il s'est planqué jusqu'à la Roche au Faucon. Godu, on l'a vu un petit peu partir dans les coups, mais toujours un petit peu sur la réserve quand même. Il y a juste Pogacar qu'on a vu un peu plus offensif, mais c'est pas les coureurs qui sont dépouillés avant la Roche au Faucon. Donc, c'est les coureurs qui étaient sur la réserve et qui ont bien géré leur course de manière générale. À Lafilippe, un peu comme Valverde, je pense. Et après, pourtant, une semaine plus tôt, Julien Lafilippe, on l'avait vu pas en mesure de suivre le trio Van Aert, Pidcock, Sharman dans le final de l'Amstel Gold Race. Est-ce que ça veut peut-être dire que Alaphilippe, c'est un puncher à classer dans la filière puncher-grimpeur plutôt que puncher flandrien, dans les efforts pour lequel les efforts plus courts sont moins propices, moins favorables? Ça dépend parce que Alaphilippe sur l'Amstel, sur le Cauberg, sur la montée du Cauberg seul, il est dans la route de Van Aert et il est franchement assez facile, quoi. Mais Donc, finalement, c'est la montée la plus longue de cet Amstel. Oui, mais enfin, c'est pas très long non plus le Cauberg, Oui. quoi. Les pros, je sais pas, ils doivent mettre 1 minute 30. Enfin, c'est pas pas très 700 mètres, hein, donc. Bon. Après, c'est plus qu'à l'Amstel, il manquait un peu sur les phases de course, un peu sur les relents, pour prolonger l'effort, on sentait qu'il en manquait. Et puis peut-être que même à Liège aussi. Enfin, sur ces efforts-là, on l'a pas tellement eu attractif non plus. Donc, il n'a pas eu à aller dans ces registres sur Liège non plus. C'est un peu ce que vous craigniez quand on faisait le podcast précédent sur l'avant ardennaise, c'est que Julien Lafilippe, on avait des petits doutes éventuellement sur là où il en était réellement, et c'est ce qu'on a vu peut-être un peu sur cet Amstel, moins fort que par le passé. Il était aussi en amorce vers son gros objectif. Et alors qu'il y avait un Van Aert qui était complètement en fin de cycle, par exemple, donc ça peut aussi jouer dans la forme qu'il y avait pour les derniers kilomètres. Même si Alaphilippe, il est quand même pas loin des tout premiers au sprint. Là, c'est lui qui a failli être dans le peloton qui revient sur ceux qui avaient devant pour jouer la gagne. Ça s'est joué qu'à 3 ou 4 secondes. Et il fait une bonne place au sprint, mine de rien. Donc, il n'était pas non plus à la rue sur l'Amstel. Bien sûr, on est
on est exigeant avec un coureur qui fait 6ème de l'Amstel parce que c'est un coureur qui a la capacité d'aller remporter ce genre de course. Et parce que aussi c'est quand même le champion du monde, donc on mise sur lui, quand même mine de rien, et puis ça montre que les Français peuvent être acteurs de ce genre de course. Et justement, en parlant des coureurs français, en dehors de Julien Alaphilippe, on a notamment vu un David Gaudu très fort sur Liège-Bastogne-Liège qui vient prendre la 3ème place, son premier podium sur les classiques sur les classiques ardennaises, son premier podium sur un monument même de manière globale. Un podium d'ailleurs qui fera plaisir à l'un de ses potes qui avait dit que s'il faisait podium il allait faire 7 heures de vélo. On lui souhaite bien du courage, surtout pour suivre David Gaudu. David Gaudu, il est en... Je vous pose une question quand même, hein, pour finir ce monologue. Il est en constante progression, avec ce que l'on voit chaque année. Il avance petit à petit vers une grande victoire. On l'espère en tout cas. Bah, après, c'est la question, c'est quoi une grande victoire? Parce que par exemple, cette année, il va faire le Tour de France. C'est assez probable qu'il gagne une étape du Tour. Enfin, je veux dire, c'est pas spécialement déconnant. Est-ce que s'il gagne une étape du Tour, c'est une grande victoire, quoi? C'est ça un peu la question aussi. Est-ce que entre gagner une étape du Tour en échappée ou faire 3ème Liège-Bastogne-Liège en suivant les meilleurs à pédale, c'est quoi la plus grosse performance? Donc, Il était attendu à ce niveau-là sur Liège? Ce qui était attendu, c'était par rapport à l'étape d'Araté qu'il fait autour du Pays Basque aussi, où il a montré qu'il avait une très bonne forme. À la Flèche, il est dans les 10. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il se fasse quelque chose, encore plus pour Liège, qui est plus pour grimpeur avec l'accumulation de dénivelé, même si le final est un petit peu changé. Ce qui joue aussi sur les attentes de David Gaudu, c'est que le Tour de l'Avenir qui gagne, ça doit être l'année où il y a Egan Bernal, où il y a Jay Hindley, Tao Geoghegan-Hart, des coureurs qu'on a vus sur les grands tours déjà un peu plus brillants que David Gaudu. Et donc on peut voir assez rassurante la progression qui est la sienne. ça fait un peu progression sans trop de fausses notes, quoi. Chaque année, il se met des nouvelles victoires, on sent des paliers qui montent. Enfin, forcément, les gens ils sont un peu, enfin, Arnold, ça, les gens sont un peu impatients à vouloir qu'il fasse tout de suite des merveilles, quoi. Mais pour un petit grimpeur de poche, ce serait quand même étonnant ça aurait été étonnant qu'il vienne tout casser tout de suite, alors qu'il n'a pas un gabarit qui est forcément toujours évident chez les pros. Donc on le voit progresser. Cette année, il fait très très belles choses. Enfin, j'ai pas Ouais, dans la puis, continuité. Enfin, voilà. Pour David Gaudu, comme il est sous les couleurs de la groupe FDJ, il y a une comparaison naturelle qui se fait avec Thibaut Pinot, qui avait eu des gros résultats pour un coureur de grand tour relativement tôt, avant de stagner et d'avoir les problèmes qu'on lui connaît, et quelques grands pics par moment où on se remet d'attendre énormément pour que la catastrophe et que ça reparte aussi vite. Donc si David Gaudu continue de monter comme ça progressivement... Je trouve que David Gaudu il fait un excellent début de saison. Je suis agréablement surpris de ce qu'il fait. Il a fait une très bonne campagne des Ardennaises. Sur la Flèche Wallonne, il est un peu gêné, je crois, avec Peacock. Il n'arrive pas à passer. Il est un peu gêné, mais il finit très fort, comme Warren Barguil, qui finit 5ème. Il est un peu dans ces eaux-là. Sur Liège-Bastogne-Liège, je ne m'attendais pas forcément à le voir dans le groupe de meilleurs. Je me suis dit, ouais, il va un peu suivre, en fait. Il va pas être dans le groupe des meilleurs, mais il va être dans le groupe de contre. Au final, il arrive à accrocher. C'est lui qui ramène Valverde et Pogacar sur Alaphilippe Woods, qui était un peu parti dans la Roche au Faucon. Il passe ses relais et derrière, surtout, il fait 3ème du sprint, alors qu'on l'enterrait. Tout le monde disait, ouais, Gaudu, bon, il va faire 4 ou 5. Devant Woods, derrière Woods, on ne savait pas trop. Au final, il arrive à gérer, notamment grâce à Valverde qui se rate totalement. Mais pour lui, c'est un très bon début de saison et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le Tour de France. Sur le Tour de France, une victoire d'étape, c'est ce qu'on peut attendre de lui? Ouais, une victoire ou même un top 10 au général, je pense que ce sera pas déconnant. À mon avis, il peut le viser. Que ce soit, à mon avis, top 10, je pense que je serais satisfait. Ça prouve qu'il peut tenir dans la continuité sur un grand tour. Un top 10 en étant baroudeur avec un maillot à poids par exemple, ça
pourrait être pas mal parce qu'on sait que la Groupama FDJ aura un effectif très axé aussi autour d'Arnaud Démarre sur le Tour de France, comme il y aura pas mal d'étapes pour sprinter. Mais en électron libre, en montagne, comme ce qu'avait fait Barguil en 2017 par exemple, un tour comme ça, c'est à prendre pour Godu. Et justement, à propos de Warren Barguil, très belle transition, on l'avait vu assez actif, assez en forme sur les Flandriennes, on l'a vu également sur ses classiques pour puncher, j'ose même plus dire Ardennes, c'est terrible maintenant. Il prend notamment justement la 5e place de la Flèche Wallonne, à être l'un des deux avec Michael Woods mal placé quand Roglic démarre et à remonter les morts un peu derrière. Ouais, enfin, Valverde aussi il était mal placé. Hein. Il était mal placé jusqu'à ce que Roglic Ouais, mais lui, attaque. il monte sur le trottoir par contre. Il a osé monter sur le trottoir. Les autres, ils sont pas montés sur le trottoir pour se replacer. Il y a les champions et puis il y a les perdants. Voilà. Et justement, pour Warren Barguil, cette 5e place sur la Flèche Wallonne, c'est un très bon résultat pour lui. Oui. C'est un résultat attendu un petit peu parce qu'il a déjà fait 4e. On sait qu'il C'est a pas avec la même concurrence quand il fait 4e. C'est pas très différent non plus. Hein. C'est la confirmation si on veut. Mais, Il est encore derrière Michael Woods. Hein. Ouais, mais il est derrière Valverde, Roglic et Alaphilippe. Hein. Oui, sur le mur de 8. J'adore Benoît Cosnefroy et j'ai rien contre Marc Hirschi, mais par contre, ils n'ont pas le même standing qu'Alaphilippe, Roglic et Valverde sur le mur de 8. Le Cosnefroy de l'année Sur une dernière, je suis montée, pas sûr qu'il puisse pas battre Valverde par contre. Hein. Mais voilà, pour Warren Barguil, donc il est là où on pouvait l'attendre. Et sur les deux autres courses, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. C'est ça, je pense qu'on peut dire que son bilan est satisfaisant au final avec ce top 5 à la flèche parce que sur les deux autres courses, je pense notamment à Liège-Bastogne-Liège où il était attendu comme un outsider potentiellement pour un top 10 voire un top 5. Au final, il se trouve totalement alors qu'il a éprouvé des bonnes choses. On a vu, il était souvent à l'offensive dans les Flandriennes, on l'attendait pas du tout. Du coup, au final, ce top 5 à la Flèche Wallonne sauve un peu sa campagne d'Ardennes, pardon, je m'en mets les pinceaux, parce que justement, on l'a vu, il était dans le top 5, alors qu'au final, tu regardes son Amstel, tu regardes son Liège-Bastogne-Liège, c'est vraiment des courses où il est totalement à l'ouest. Du coup, sa performance à la Flèche le sauve un petit peu, on va dire, quand même. Il s'en sort bien. Sur Liège, on l'a vu avoir des difficultés à un moment. Il y avait la caméra qui suivait Julien Alaphilippe en train de remonter un groupe et on a vu Barguil en fond pendant un moment en train de se tenir les jambes. Je ne sais pas s'il avait une douleur, un début de crampe ou quelque chose, mais on l'a vu en difficulté à ce moment-là et quand j'ai vu se tenir les jambes comme ça, je me suis dit que ça serait complètement fini pour lui et bon, il finit dans le 2e peloton, du coup c'est presque pas si mal en ayant des douleurs comme ça. Et après, pour continuer le petit tour des coureurs français, des équipes françaises également, chez AG2R Citroën, on misait beaucoup sur Benoît Cosnefroy, mais qui ne prend finalement que la 18e place de la Flèche Wallonne et qui finit assez loin sur Liège-Bastogne-Liège. Qui est très très bien placé au pied de la Flèche Wallonne par Gaudin. Dommage, mais... Tout à fait, il était bien placé, mais voilà, il était juste pas... Mais il était très bien jusqu'au milieu de tiers du mur et Ouais, ensuite, on l'a ça a plus vu. calé sur la fin. Il était devant, hein, mais tout d'un coup, il a disparu. Voilà, il n'a pas réussi à revenir suffisamment en forme après sa blessure de début de saison. Donc, de fait, ça devenait un peu plus compliqué, je pense. Et puis le mur est intraitable. Hein, si on n'est pas à 100%, on a beau être devant sur les 600, 700, 800 premiers mètres. Si on n'est pas à 100%, on ne tient pas jusqu'en haut. Hein. On a vu des coureurs déjà exploser de façon beaucoup plus violente que Benoît Cosnefroy cette année. Il a réussi quand même à tenir Benoît Cosnefroy pour avoir un top 20. On attendait mieux, j'attendais vraiment beaucoup mieux, mais bon, on reste quand même sur un coureur qui a 25 ans. Donc, Et sinon, sur les Français, il y a juste une petite stat qui fait du bien au moral après pour ceux qui sont un peu de ma génération et qui ont connu le marasme des années 2000. Allez, vas-y, fais-nous plaisir. Deux Français sur le podium d'un monument, c'était plus arrivé depuis 23 ans. Donc, ça, Mathieu, t'étais déjà né ou pas? Je suis né en 98, donc j'ai été pas né si t'as à ce Milan moment-là. San Remo, t'es né au mois de mars ou pas? Non. Alors, j'ai même pas vécu ça. Donc,
Fantastique. Bon, c'était déjà 2 et 3, hein, mais bon, pour la gagne, on reviendra. Voilà, on en a eu récemment sur Milan-San Remo. Reste à débloquer le compteur sur les autres classiques, les autres monuments. Mais Ah, on a eu un coureur qui a levé les bras sur Liège-Bastogne, et on aura peut-être bientôt un qui va gagner. voilà, avec les coureurs qu'on a, je pense que ça ne saurait tarder. Et côté français, un petit mot pour Juliette Labousse dans la Flèche Wallonne féminine qui m'a vraiment épaté. Je ne m'attendais pas à la voir tenir avec les meilleurs comme ça jusqu'au bout. Elle a fait une très très belle 6e place. Elle va avoir quoi? Elle a 22 ans, je crois. Elle aura 23 ans ans, cette année. Elle continue de bien progresser. Qui a peut-être gagné sa place aux Jeux Olympiques du coup avec ça, parce qu'il y a malheureusement, parce que c'est calcul des points sur les anciennes années, on n'a qu'une française au départ des JO. Donc peut-être qu'elle a gagné sa place aux JO du coup avec ça. Eh bien, on verra ça, on suivra ça avec attention, bien évidemment. Et bien voilà, à présent, on arrive tranquillement mais sûrement à la fin de ce podcast. On a abordé en long, en large et en travers les 3 classiques de cette semaine dernière, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Johan, Alex et Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce podcast. Toujours un plaisir. Mais de rien. Et chers auditeurs de l'autre côté, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine parce que arrive déjà très très rapidement le début du Tour d'Italie, le Giro qui va commencer le 8 mai. Donc on va vite passer en mode Italie pour revenir aborder bien évidemment le Giro. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du Groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, ça ne change pas. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.